Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios territoriales réparties dans toute la France et puis les TV5 Monde. Voilà notre partenaire, 3 parties dans cette émission, JT des territoires. Dans un instant, je vais vous le présenter. Et puis ensuite, après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info, c'est le maire de Nancy aujourd'hui, Laurent Hénard, qui est coprésident du mouvement radical, qui sera notre invité en direct sur ce plateau. Enfin, 3e partie de l'émission avec l'actualité parlementaire, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on se retrouve pour le JT des territoires. A tout de suite. Et dans l'actualité aujourd'hui, les grands débats qui vont toucher à leur fin. À Marly, en Moselle, après 4 réunions publiques, s'est tenue la réunion de synthèse. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de ce que vont devenir toutes ces contributions. Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel. 8 heures de débat et des centaines de propositions formulées par les Marliens depuis la mi-janvier. Hier soir, le grand débat national s'est terminé à Marly. Lors d'une réunion de clôture, la synthèse a été remise en main propre au sous-préfet de Moselle. L'idée, c'était vraiment de le faire sérieusement, que ça ne tourne pas au café du commerce, que ça soit vraiment quelque chose d'important et que la parole citoyenne soit crédible et puisse être donnée au gouvernement. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, la grande interrogation, c'est la traduction politique, bien sûr, des différentes solutions. Et justement, certains doutent encore d'être entendus. Dans la salle, une centaine de personnes, la plupart des habitués qui ont déjà assisté au précédent débat. Est-ce que ça va remonter, ça? Je me pose la question. Et je ne suis pas le seul. Parmi les propositions émises, moins d'impôts, plus de transparence sur la fiscalité, davantage de pouvoir d'achat et de démocratie participative. Difficile de satisfaire tout le monde. J'ai quand même le sentiment qu'en ce qui me concerne, on n'a pas assez traité le problème des retraités. Il ne faut pas oublier qu'au départ, ce problème a démarré avec les gilets jaunes à cause de la taxe supplémentaire sur le gasoil et deuxièmement à cause de la CSG pour les retraités. Si vous voulez que les gens ils arrivent à payer sans avoir le sentiment de survivre, il faut augmenter les salaires en conséquence. Mais pour tout le monde, pas que les SMIC. En Moselle, 126 débats publics ont déjà été organisés, les 2/3 à l'initiative des maires. Des cahiers de doléances ont également été numérisés pour être transmis au gouvernement, car le sous-préfet l'a réaffirmé hier soir, il y aura bien des annonces à l'issue du grand débat. Toutes les contributions seront analysées et il en sera fait une synthèse au gouvernement et au président de la République. Et ça, c'est important de l'assurer et de le garantir aux citoyens qui se sont engagés. Les retardataires ont encore quelques jours pour s'exprimer. Le grand débat national prendra fin le 15 mars prochain. L'horloge tourne et les douaniers sont-ils prêts pour le Brexit? Sauf coup de tonnerre des Britanniques, le Brexit c'est à la fin du mois et à Calais, les agents des douanes sont très inquiets. Ils dénoncent un manque de moyens, un manque de formation, pas assez d'effectifs aussi et interpellent le ministre du Budget, Caroline Fichten, pour WEO TV, la chaîne partenaire de cette édition dans le Nord. Une file de camions qui s'étire et qui s'étend sur la rocade de Calais, c'est la conséquence d'une action des douaniers. Ils ne sont pas en grève, mais exercent strictement leur mission. Ils contrôlent les poids lourds comme ils devraient le faire tous les jours. Tout simplement, application stricte des règlements. Des règlements, c'est pas nous qui les faisons. Donc les règlements sont appliqués strictement. Prochainement, demain, avec le tunnel, il y aura d'autres règlements, d'autres réglementations. Et concrètement, on est en train de voir ce qui va se passer si on ne met pas les moyens et si on n'entend pas les revendications des douaniers. On veut mettre en place un Brexit low cost. On est censé contrôler, et là on est dans la capacité la plus totale d'effectuer le moindre contrôle dans ces conditions. L'objectif de l'action des douanes, c'est d'interpeller une nouvelle fois leur ministre, Gérald Darmanin. Les services ne sont pas prêts, disent-ils, pour le Brexit. Manque de moyens, manque de formation et manque de personnel, malgré 700 embauches au niveau national.
Ici, sur le littoral, le trafic de Grande-Bretagne représente quand même 80% ici au niveau du littoral. 700 agents des douanes sur l'ensemble de la France, c'est nettement insuffisant par rapport au trafic qui va arriver. On a pris du retard, puisque nous n'aurons pas suffisamment de personnel, nous n'avons pas suffisamment de formation. Aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas sortis de terre. Le Brexit, c'est le 29 mars. Et pour le moment, le lieu des contrôles douaniers et vétérinaires pour les marchandises arrivant d'Angleterre est encore un chantier. Une belle initiative à présent dans ce JT direction l'Aube. Avec cette initiative donc qui rassemble toutes les bonnes volontés. Ce projet est porté par 15 villages dits ruraux. Il s'agit d'une nouvelle crèche qui a pour but de faire gagner des nouveaux habitants à la commune. La crèche de Charmont sous Barbuise a un bel avenir, vous allez le voir devant elle. Un reportage de notre partenaire Canal 32 dans l'Aube. On va voir quoi? Les vaches. Les vaches, on va voir les vaches. Le projet de cette nouvelle crèche est né il y a 5 ans. Pour sa directrice, qui a participé à la conception, le lieu s'intègre dans ce territoire rural. Je la trouve parfaite parce qu'en fait, on a vraiment réfléchi en termes d'espace pour les enfants, pour accueillir 20 enfants simultanément, sans distinction d'âge, etc. Et puis surtout un accès direct au jardin, en fait, parce que l'idée, c'était qu'on puisse profiter du fait d'être à la campagne. Cette crèche représente une étape dans le projet de développement de la communauté de communes. Les 7000 habitants de ce territoire se répartissent entre Troyes, Arcy et Brienne. Avec ce nouveau service, les villages souhaitent continuer à gagner des habitants. Question, est-ce que vous pouvez accueillir mon enfant avant l'école? Est-ce que vous pouvez accueillir mon enfant pour la cantine? À partir du moment où on peut dire oui, ça permet aux parents de chercher à venir habiter en milieu rural, ainsi de pouvoir faire vivre encore nos villages. Merci la communauté de communes quelque part, puisque c'est ce qui manquait sur Charmont, parce que toutes les autres structures, petite enfance, école, centre de loisirs, médiathèque, on est bien équipés. Il manquait que la crèche pour avoir l'ensemble. Là, avec ça, on est des élus heureux. Heureux malgré un déficit de fonctionnement annuel prévu entre 30 et 40 000 euros. Pour le président de la communauté de communes, ces pertes s'inscrivent dans une démarche à long terme. Ce déficit de fonctionnement devra être supporté, mais cette fiscalité supplémentaire doit retrouver et doit permettre de nouvelles recettes qui seront ces personnes qui viendront habiter nos maisons qui sont peut-être aujourd'hui en vente ou vacantes. Donc c'est du modèle gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser aux jeunes familles. Demain, l'accueil d'entreprises et la création d'emplois. Après-demain, une notion peut-être sur le cadre de vie pour donner envie de vivre en milieu rural. Pour attirer les familles, la communauté de communes se penche sur le volet économique et prévoit l'acquisition de foncier pour l'implantation d'entreprises. Voilà, le numérique au service de nos vies quotidiennes. Êtes-vous prêt à télécharger sur vos téléphones une petite révolution? 1000 cantines, c'est l'application anti-gaspi pour les cantines de vos enfants. Vous pourrez commander leurs repas en ligne et du coup lutter contre le gaspillage alimentaire. Une application made in Saint-Étienne, comme nous l'explique Anthony Verpillon pour TL7, Télévision Loire 7. Globalement, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégoûtant non plus. Est fini la moue de désespoir à la cantine. Désormais, les élèves pourront choisir leur menu au collège Anne-Franck de Saint-Just-Saint-Rambert. Une petite révolution permise par l'appli 1000 cantines et surtout un concept gagnant-gagnant au-delà du zéro gaspille. Ils ont le choix des plats. Alors quand je dis le choix des plats, c'est qu'en fait, on va régler un irritant important de cette restauration collective, c'est d'assurer du premier au dernier convive de bien avoir les mêmes offres. Alors qu'aujourd'hui, les retardataires n'ont plus les choix des premiers, déjeunent par défaut. Et déjeuner par défaut, c'est augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. Concrètement, les élèves et leurs parents pourront se connecter la veille de midi à minuit sur l'application et commander l'entrée, la viande ou le poisson et le dessert. Le département l'expérimente dans 2 de ses 38 restaurants scolaires et perçoit déjà les économies réalisées. Moi, mon maître mot, c'est dépenser juste. Alors c'est vrai que l'argent public, il devient de plus en plus rare. C'est vrai qu'il faut qu'on l'utilise de mieux en mieux. On estime que c'est 68 grammes de denrées alimentaires qui sont jetés par plateau. Le département de la Loire, dans ses restaurants de collège, c'est 2 millions
de repas qui sont servis chaque année. Si vous multipliez 68 par 2 millions, vous arrivez à quelques tonnes. Et pour coller au plus près à l'esprit du moment, les restaurants scolaires sont notés sur l'application 1000 Cantines. De quoi mettre un peu de pression au chef. Ça met la pression, mais ça va être aussi une reconnaissance peut-être pour l'équipe de cuisine qui s'en donne la peine, et c'est une reconnaissance. La critique sera là, mais si elle est positive, avançons comme ça. L'expérimentation se déroule jusqu'au mois de juin. Le département est déjà enclin à le généraliser dans les années à venir. Vous savez qu'ils nous sont vraiment utiles. Regardons maintenant ensemble ce joli sujet. Direction la région parisienne, à Marines dans le Val d'Oise, on aide les batraciens à traverser la route sans danger. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour eux, la saison des amours bat son plein depuis quelques semaines. Pressés de rejoindre leur mare pour batifoler, certains finissent écrasés sur les routes. Et pour en sauver le plus possible, un crapodrome a été installé. Un reportage de Michael Joly pour Via Grand Paris, notre partenaire. Au bord de cette route, à Marines dans le Val d'Oise, un drôle de panneau est installé depuis mi-février. Il signale que des batraciens la traversent pour aller se reproduire dans les mares situées de l'autre côté. Alors pour qu'ils ne soient pas écrasés, un dispositif nommé crapodrome a été installé. On a installé ces bâches pour éviter que les batraciens traversent d'eux-mêmes la route. Et tant qu'à faire, ils tombent dans les seaux et c'est là qu'on les récupère pour les faire traverser nous-mêmes, pour les mettre dans les mares, pour éviter qu'ils soient écrasés. Crapauds, grenouilles, tritons ou encore salamandres sont collectés tous les matins vers 8 h. Un travail assuré par une équipe de bénévoles et parfois par les élèves des collèges à proximité. Oh, quelle est belle! Alors ça, c'est une grenouille. En plus de faire traverser les animaux, les bénévoles identifient les espèces pour réaliser un inventaire de la biodiversité sur le secteur. C'est une rousse. C'est doré. C'est une grenouille rousse. Oui. Installé pour la 2e année consécutive, le dispositif semble prouver son efficacité. On ne savait pas du tout combien on en trouverait. On a répertorié donc 785 amphibiens, ce qui était très important. Le département ne pensait pas qu'on en trouverait autant. Donc ça prouve bien qu'il y a une forte richesse de la biodiversité sur cette butte. Ça vaut le coup, c'est pour ça d'ailleurs que c'est eux qui ont proposé de remettre ça cette année. Le crapodrome est temporaire et sera démonté mi-avril. À plus long terme, il pourrait être remplacé par un crapauduc, un tunnel sous la route permettant aux batraciens de traverser d'eux-mêmes. Un équipement dont le coût est estimé entre 15 et 20 000 euros. Voilà, on passe dans un instant à la une de la presse quotidienne régionale. On poursuit ce JT des territoires. A tout de suite. Bonjour Saveria, on vous retrouve en troisième partie de l'émission pour l'actualité parlementaire. Mais cette revue de presse, aujourd'hui, commence avec la une de Paris-Normandie, l'édition du Havre. C'est l'attaque terroriste dans l'Orne, évidemment, dont on traitera tout à l'heure avec notre invité politique, Laurent Hénard, le maire de Nancy, coprésident du parti radical. 2 surveillants blessés, une femme tuée et un détenu arrêté. L'auteur présumé de l'agression de 2 agents pénitentiaires, Michael Cholot, a été interpellé cette nuit lors d'un assaut donné par le RAID au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Sa compagne, blessée durant l'intervention, a succombé à ses blessures. Le procureur de la République de Paris a affirmé dans la soirée que le prisonnier avait dit vouloir venger Cherif Chekat, qui est l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, s'est rendue sur place dans la soirée. Voilà, et Michael Cholot a été détenu à la prison de Nancy. Et c'est le maire de Nancy qui sera notre invité politique tout à l'heure. L'appel au calme à Grenoble, à la une du Dauphiné ce matin, Saveria. Les émeutes consécutives à la mort d'Adam et Fatih, 2 jeunes de 17 et 19 ans dans un accident de scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police samedi soir, ne faiblissent pas. La famille appelle au calme. La nuit de lundi à mardi a été la plus tendue dans le quartier Mistral, le quartier où ils vivaient. Cocktail Molotov, parpaings et boules de pétanque jetés du haut des immeubles sur les forces de l'ordre et sur les sapeurs-pompiers. Saccage et incendie d'un institut de formation de la Croix-Rouge et d'un hangar. Après 3 nuits d'émeutes, le quartier ressemblait hier à un véritable champ de bataille. Voilà, on arrête quand? C'est une vraie bonne question que pose la Provence à sa une aujourd'hui. Pas seulement pour les écologistes, vous allez le voir.
Comment stopper notre addiction au plastique qui intoxique toute la planète? La Terre est submergée par les déchets en plastique. L'ONG de défense de l'environnement, WWF, lance un appel au gouvernement pour qu'il prenne des mesures efficaces, surtout pour les océans. L'ONG estime que cette pollution entre désormais dans la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons. Le Parlement et le Conseil européen ont voté l'interdiction des pailles et des gobelets en plastique d'ici 2020. Mais en France, le Sénat, pour préserver les emplois de la filière, a voté un amendement dont l'objectif est de retarder l'application de cette décision. Voilà, à la une de Var Matin, le Charles de Gaulle a mis le cap sur Singapour, cap sur le Levant. Après plus de 18 mois de révision, le célèbre porte-avions a repris la mer pour une mission de 4 mois. Tout d'abord, direction le Moyen-Orient, la lutte contre l'État islamique. Puis, le porte-avions sera en route vers l'océan Indien, vers Singapour. La ministre des Armées, Florence Parly, a été hier sur le Charles de Gaulle. Elle est venue saluer l'équipage, 2000 femmes et hommes au départ. Elle leur a rappelé leur mission, protéger les Français, les Européens et faire rayonner la France à l'international. Voilà, faire rayonner la France. Merci, on vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire de notre émission. Dans un instant, c'est le Club de la Presse, Guillaume Doyen, Thierry Dupont. À tout de suite. Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là ce matin. Vous êtes un régulier de cette émission et également régulier Thierry Dupont de l'Express. Bonjour Thierry. Merci d'être là. Bonjour Thierry. On démarre avec un TER en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense que pas Jean-Claude Gaudin, mais Renaud Muselier, d'ailleurs Jean-Claude Gaudin aussi, ne serait pas très content de lire le titre, parce que PACA, ça leur plaît pas, ils appellent ça la région sud maintenant, vous êtes au courant, qui ouvre la voie à la concurrence. Alors, un petit mot pour dire que la région s'appelle bien toujours PACA, mais qui voudrait la marketer en sud. Et chaque fois c'est plus joli que PACA. Voilà, chaque fois que Renaud Muselier est présent sur ce plateau, il dit appelez-la la région sud. Bon, le fait important, c'est que le trafic ferroviaire de voyageurs s'est libéralisé. On peut faire appel maintenant à des opérateurs qui ne sont pas la SNCF. Il faut dire à nos téléspectateurs qui n'habitent pas la région que elle a la réputation d'être pas très... la mobilité se passe pas très bien dans cette région. Oui, c'est une réputation qui est assez méritée, si vous voulez. C'est la région de France où les rapports entre... l'opérateur de mobilité, la région et la SNCF sont les plus mauvais. La région qui finance quand même les transports ferroviaires régionaux est extrêmement mécontente de la SNCF, affirme qu'il y a un taux de grève trop élevé, de retard extrêmement élevé. Enfin, c'est connu notamment des usagers de la région qui s'en plaignent pas mal. Voilà, c'est un fait que tous les gens qui se promènent dans ce beau coin de France connaissent. Donc là, il est maintenant possible de faire appel à d'autres opérateurs et la région va le faire. C'est la première de France à avoir lancé un appel à projet, un appel à candidature, notamment pour la fameuse ligne qui va de Marseille à Nice, via Toulon, quoi. Qui est bien connue pour s'arrêter. Pour s'arrêter et pour être en retard de manière permanente. Les gens s'en plaignent assez, quoi. Donc, qui va être sur les rangs? Il y a pas mal de boîtes qui sont intéressées. Vous avez même des boîtes françaises qui sont concurrentes de la SNCF. Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. La RATP elle-même est un opérateur ferroviaire, forcément. Par définition, elle est capable de le faire. Et puis, vous avez aussi... Il y a des Européens? Oui, filiale de la Deutsche Bahn, par exemple, qui est sur le coup. Des filiales, des boîtes italiennes aussi sont dessus. Et puis, oublions pas une chose, c'est qu'il y a des entreprises françaises qui ont remporté des marchés à l'étranger déjà, dans les pays comme la Suède ou l'Allemagne, où c'est déjà libéralisé. Donc, si vous voulez... Réciprocité possible. Obligatoire, si vous voulez. Si une entreprise comme la SNCF ou Veolia, je ne sais plus laquelle, a remporté des marchés en Suède ou en Allemagne, il est évident que les autres vont venir sur nos marchés. Pas d'Américains, non, pour l'instant non. Pour l'instant non, mais on va voir ce que ça donne. C'est des contrats de combien voilà, juste une idée pour nos téléspectateurs, on est sur quel montant? 100 millions, je pense. 100 millions. Oui, c'est des gros contrats, oui. On revient... Ce sera très regardé ailleurs dans les autres régions françaises parce que la région sud est la première à se lancer, mais je sais que d'autres y réfléchissent. Absolument. D'autres présidents de région réfléchissent à introduire de la concurrence. Ça va arriver dans pas mal d'endroits. Je pense dans le Grand Est, ça va arriver par morceaux peut-être. Ça dépend des endroits dont ils sont les plus mécontents, si vous voulez. Et puis, il faut aussi que les contrats qui sont en cours actuellement avec la SNCF, c'est des contrats de long terme quand même. On n'équipe pas une ligne n'importe comment, s'achève avant que les renouvellent. Une question, ça va augmenter tout ça ou pas pour l'usager, je parle. Ça, c'est la région qui le décide. Et son objectif, c'est pas du tout d'augmenter les coûts pour l'usager.
Alors, on va parler avec vous, Guillaume Doyen, ensuite, du service universel qui se précise pour les jeunes, moins pour les collectivités, mais on va en parler dans un instant. D'abord, on va partir à Apremont-sur-Allier, où l'Express a fait une enquête intéressante dans vos pages France. C'est contre les éoliennes, c'est vent debout contre les éoliennes, parce qu'au fond, quoi, c'est un beau village. Et donc on a peur qu'il soit défiguré, c'est ça l'idée? Oui, c'est un très joli village, donc à Apremont-sur-Allier, qui se trouve dans le Cher. C'est un des plus beaux villages de France. Pourquoi? C'est quoi le critère? Il est d'abord, c'est un tout petit village. Je crois que c'est une cinquantaine de maisons, toutes bien conservées, une très belle pierre calcaire. Il y a un château dont les parties plus anciennes datent du XVe siècle. Il y a un parc floral. Il y a des écuries qui sont classées. C'est une femme qui est maire, on la voit. Oui, Nathalie Bartilla. C'est la journaliste Isabelle Henbel qui s'est rendue sur place et qui lit ce reportage qui est assez emblématique. En fait, c'est un cas de ce qu'on appelle not in my backyard, donc pas dans mon jardin. C'est-à-dire les éoliennes, tout le monde est pour. À condition qu'elles ne soient pas à côté de chez moi. Alors là, en l'occurrence, elles ne sont pas directement sur le territoire d'Apremont-sur-Allier. Elles sont de l'autre côté du fleuve, de la rivière, dans la Nièvre, à une dizaine de kilomètres, mais simplement, ça gâche le paysage. Or, un village comme Apremont-sur-Allier vit, il n'y a pas d'industrie. De tourisme. Il vit du tourisme. La préfète a 2 mois. 150 000 visiteurs à peu près par an. Donc la crainte, c'est que les 4... alors au départ, le projet du constructeur allemand qui voulait implanter le parc éolien, c'était de mettre 4 éoliennes. Maintenant, il dit plutôt 3. Mais ils ont peur que cette installation nuise à la beauté. Le mot de la fin revient à la préfète, c'est ça? Oui, à la préfète de la Nièvre. Elle a 2 mois pour dire oui ou non? Oui, qui devrait se prononcer d'ici à la fin du mois d'avril pour dire oui ou non au projet, sachant que l'enquête publique, le commissaire rapporteur s'est prononcé, a donné un avis plutôt défavorable au projet. Mais est-ce qu'on tient compte de l'avis des habitants ou pas dans ce cas-là? Il en a déjà tenu compte, le constructeur, puisqu'il était parti sur 4. Oui, mais enfin 3 au lieu de 4, ça ne va pas changer grand-chose au paysage. Oui, on en tient compte, surtout que les échanges ont visiblement été très très virulents lors de l'enquête publique. Il y a des noms d'oiseaux qui ont circulé lors des réunions. Les gens sont très motivés. 150 000 visiteurs dans ce village chaque année, des touristes. C'est un des plus beaux villages de France. Voilà. Alors après, ça pose la question, d'accord, tout le monde est pour l'éolien, mais où est-ce qu'on le met? Pour que ça ne gêne personne. Parce que vous avez les paysans qui ne sont pas d'accord, vous avez là, en l'occurrence, ce sont les gens plutôt impliqués dans le tourisme qui disent ça va. Je rappelle que les éoliennes sont quand même à 10 km du village et que... emblématique, oui. Le constructeur disait, c'est marrant parce que jusqu'à présent, la procédure, ça se passait pas trop mal. Puis dès que les gens d'Apremont-sur-Allier et puis d'un autre village près de Saint-Quez-Mausse, où il y a un très beau château aussi, se sont mobilisés. Là, on a vu que ça a commencé à partir un peu de travers. Et d'ailleurs, Stéphane Bern, avec sa fondation du patrimoine, avec son loto du patrimoine, est rentré dans l'affaire. Donc bon, c'est... À suivre. À suivre. Je ne suis pas sûr que le projet voit vraiment le jour. Et en deuxième partie d'émission, on parlera de Laurent Wauquiez, avec vous, bien sûr, dans l'Express aussi cette semaine. Guillaume Doyen, on parle un peu de ce service universel qui se précise pour les jeunes. Moi, j'ai fait mon service militaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec le service militaire? Pas grand-chose en réalité. Pas grand-chose. Déjà, vous avez fait un peu plus qu'un mois et ce sera un mois. Ça, oui, je confirme. Découpé en 2 fois 15 jours. 15 jours, je dirais... En caserne, ensemble à l'ancienne, et 15 jours dans des associations, dans des collectivités locales, pour apprendre, si vous voulez, à vivre en collectivité, à aider autrui, à faire quelque chose d'utile. Ça démarre très vite, là, le 16 juin. Oui, que 3 000 jeunes. Et la classe d'âge française, c'est 800 000. Il y a 800 000 naissances par an. Donc, il va falloir accueillir beaucoup plus de gamins. 3 000, c'est le début, c'est la préfiguration de ce que ce sera. Il y a 13 départements qui se sont portés volontaires. Il y a notamment la Creuse, il y a notamment l'Eure, le département de Sébastien Lecornu, du ministre des collectivités. Donc on démarre, et c'est pas pour l'instant extrêmement clair, si vous voulez. Il va falloir solliciter les collectivités pour qu'elles s'occupent des gamins dans la deuxième quinzaine. Donc j'ai dit qu'il y avait 2 fois 15 jours, 15 jours en... Parce que ce sont les collectivités, au fond, qui vont les encadrer, c'est ça l'idée. C'est ça, et qui vont... Alors d'abord, il faut trouver des endroits.
Il faut quand même loger tout ce monde. Et les casernes, enfin ce qui nous servait de caserne a été réhabilité, a disparu, etc. On va aménager les salles des fêtes. Il va falloir aménager d'autres choses. Elles n'auront certainement pas les moyens, donc c'est plutôt les départements qui vont devoir financer ça. Et puis après, les gamins, il va falloir leur trouver une activité quand même. Voilà. Ça c'est le plus important. Et 800 000, à quoi moi j'ai des idées de sport si vous voulez. Alors oui, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut avoir des gens pour encadrer, tous ces jeunes gens. Pensez à 800 000. Le service militaire, c'était pas 800 000 personnes par an. C'était à tout casser vers la fin. On était à 250 000. On a une petite idée de ce qu'on va leur faire faire ? Non, c'est pas clair du tout. C'est pas clair. Non, c'est pour l'instant, c'est pas clair. Ce qu'on va leur faire faire, c'est travailler dans le milieu associatif, travailler auprès de municipalités, faire des jobs, des activités d'intérêt public. Ce sera quelque chose qui ressemblera à ça. On attend des précisions. C'est vrai qu'on allait très vite. L'élection de Macron a eu lieu il y a peu de temps. Il a fallu s'engager très vite sur un projet d'abord coûteux, quand même. Si on veut aller vite, il faut payer beaucoup. Et ensuite, dans laquelle il faut impliquer plein de gens, des collectivités. En plus, à un moment où quand même le gouvernement a d'autres chats à fouetter, comme vous le savez. Service universel se précise pour les jeunes à partir du 16 juin, la première expérience, donc dans quelques semaines. On regarde ensemble la météo des territoires avant de retrouver Laurent Hénard, le maire de Nancy, coprésident du Mouvement Radical, qui sera notre invité politique ce matin. Mais tout de suite, la météo des territoires, on se retrouve après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans un instant, on retrouve Laurent Hénard, le président du Mouvement Radical, coprésident et maire de Nancy, qui sera notre invité. Tout de suite, avant cela, on va se rendre du côté du reste du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, avec TV5 Monde, avec tout de suite des images en provenance de l'Algérie, des manifestations, vous le savez, qui se poursuivent contre la candidature du président Bouteflika, un 5e mandat présidentiel, et puis l'armée de son côté, qui indique qu'elle veut absolument maintenir l'ordre. A tout de suite, on regarde ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Cela fait 12 jours que l'Algérie est dans la rue. Cela va-t-il durer ? Pour le savoir, tous les regards se tournent vers l'armée. En visite dans cette académie militaire, le puissant chef d'état-major de l'armée a mis en garde ceux qui, je cite, veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. J'assure que l'armée nationale populaire d'Algérie prendra, comme toujours, son entière responsabilité pour assurer la stabilité du pays, une stabilité irréversible. Juan Guaidó n'en démord pas et maintient la pression contre le régime de Nicolás Maduro. À peine rentré à Caracas, le chef de l'opposition a rencontré les représentants syndicaux. Notre appel et notre pétition ainsi que notre soutien total aux travailleurs de la fonction publique doivent permettre à cette grève générale d'être efficace pour ne plus collaborer avec la dictature. Laissons cette folle minorité poursuivre son amertume. Nous les vaincrons, nous garderons le pays en sécurité. Pour Chavez, pour la grande histoire du pays, nous le ferons.
Nicolás Maduro appelle à une marche contre l'impérialisme ce samedi, une date qui n'est pas choisie au hasard. Le leader de l'opposition a également appelé à une nouvelle manifestation ce même jour. La scène est filmée par téléphone en cachette. Une dizaine d'hommes armés viennent de pénétrer dans cette réserve protégée où vit la communauté indigène des Owaiwowo. Venus pour exploiter les richesses naturelles de ces terres, les intrus ont été repérés par des membres de la tribu. Le face-à-face dure quelques minutes. Le groupe d'hommes finit par se retirer, laissant à l'entrée de la réserve un avertissement, une pancarte criblée de balles. Des scènes de ce genre, elles se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Le nouveau président brésilien a déclaré vouloir ouvrir davantage de territoires autochtones au développement commercial. Et depuis, des centaines d'hommes opportunistes envahissent les réserves par appât du gain, à la recherche d'or, de cuivre, de diamants ou tout simplement de bois. Dans un grand boubou blanc, le chef de l'État Macky Sall est arrivé sous les applaudissements des membres de sa coalition et de son gouvernement actuel. Le président a fait un discours bref, mais surtout rassembleur, où à plusieurs reprises, il a fait des références à un dialogue avec l'opposition. Je vois un seul camp, celui du Sénégal.